Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois François Belot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre fédéral de la Mobilité. Tout d'abord, une question d'actualité avec cet attentat terrible hier à l'aéroport d'Istanbul, l'aéroport Atatürk. Ça ravit évidemment les souvenirs de l'attentat de Bruxelles. Est-ce que l'avion est un moyen de transport particulièrement ciblé, est-ce qu'il devient dangereux ? Manifestement, oui. Et il faut savoir que toutes les procédures de contrôle dans les aéroports sont identiques, puisque la conception est la même dans tous les aéroports au niveau mondial. Et donc, ça nous interpelle, bien entendu, au-delà du souvenir que nous avons de l'événement de Bruxelles. Mais ça nous rappelle que, voilà, on est dans une société traversée par des difficultés et que nous devons être très vigilants et mettre en œuvre des procédures. Ce que nous avons fait à Bruxelles, parfois pas comprises par toutes celles et ceux qui devaient passer par les contrôles, qui, j'en conviens, étaient très, très difficiles, très longs au départ. Mais maintenant, les procédures de sûreté sont très renforcées sur Bruxelles et nous devons les maintenir. Mais l'avion reste un moyen de transport entre guillemets, sûr. C'est très sûr, mais quand on dit sûr, c'est d'origine à destination. Les accidents de vol sont rares et les attentats dont font l'objet les aéroports, bien entendu, c'est un phénomène nouveau lié au terrorisme, qui sont des actes isolés et qui sont très difficiles à anticiper, si ce n'est par des contrôles, par la sûreté de l'État pour la Belgique et de l'anticipation et de la vérification beaucoup plus attentif. Et donc les différentes mesures adoptées par le gouvernement fédéral pour tenter de déceler des sources possibles d'attentats s'avèrent vraiment très utiles et devront encore sans doute être renforcées. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui, vous avez accepté l'invitation parce que vous vivez 2 journées un peu exceptionnelles à rencontrer à la fois les associations des riverains qui se plaignent du survol au-dessus de leur tête et les bourgmestres, à la fois de la région bruxelloise, mais aussi de la périphérie, que ce soit Brabant flamand ou Brabant wallon. Alors, vous les avez tous vus. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Vous leur avez promis qu'il n'y aurait plus d'avions, qu'elle les survoler ? Ah non, ça non. Ça, c'est impossible comme promesse. C'est impossible. J'ai voulu leur dire que face à une question qui est très complexe, et ce n'est pas aux Bruxellois que je vais expliquer la complexité, il y a 15 ans que ce dossier est ouvert avec une acuité particulièrement importante, de leur dire qu'il faut avoir de la méthode, du pragmatisme et de l'équilibre. Et donc, tout d'abord, le pragmatisme, c'est d'identifier les 7 composantes. On en a identifié 7 composantes majeures, techniques, opérationnelles, juridiques, économiques, politiques, sociales, environnementales et institutionnelles, bien entendu, et tout est mêlé. Et donc, c'est par la combinaison d'un certain nombre de mesures, parfois petites, parfois plus importantes, plutôt que de grands plans, qu'on va parvenir à solutionner petit à petit la situation. Il y a une attente qui est très forte et je pense qu'il y a une rupture de confiance entre le citoyen que je veux rétablir. Je veux assurer la transparence, par exemple, pour avoir été confronté à des échelles moins importantes, mais des questions d'environnement cruciales entre des riverains, des activités qui étaient parfois très perturbatrices de l'environnement. Je pense qu'il faut constituer un comité d'accompagnement. Et ici, il aura multifacettes. Il faudra un comité d'accompagnement à la fois avec les 3 institutions régionales, Bruxelles, la Wallonie et la Flandre, l'État fédéral, des bourgmestres, des représentants des associations, parce que la solution ne se fera pas un contre l'autre, elle se fera de manière concertée. Et c'est ainsi, je pense que moi, en ce qui me concerne comme ministre fédéral, on a des leviers fédéraux majeurs. C'est notamment Belgocontrol et de vérifier si les normes de vent et les pistes préférentielles sont bien respectées. Et un certain nombre de témoignages et de faits qui ont été contrôlés montrent qu'il y a encore des marges significatives d'amélioration à ce niveau-là. Mais on va faire des investissements majeurs aussi pour Belgocontrol et le gouvernement fédéral a décidé de dégager 25 millions pour les permettre. Et voilà, mais je pense qu'on est dans un État fédéral où les régions ont un rôle important à jouer. Je ne dis pas que c'est elles qui ont le rôle majeur, mais moi je dois offrir la plateforme de négociation, de concertation par laquelle on devra passer pour obtenir un accord global. Et s'il n'y a pas un accord de toutes les parties, on aura des difficultés.
Mais qu'est-ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, après 15 ans où on n'est pas parvenu à se mettre d'accord, tout d'un coup, on va y arriver? Écoutez, je pense je n'ai pas la prétention d'avoir la solution. J'ai la prétention de mettre une méthode, une stratégie, une vision et de la faire partager. Quand je vous ai dit qu'il y avait 7 composantes majeures, il faut agir sur les 7 composantes. Et s'il y en a une qui déraille, c'est comme un château de cartes, vous retirez une carte. S'il n'y a pas un accord institutionnel, s'il n'y a pas un accord entre les partis politiques, d'une volonté de trouver une solution, on n'y arrivera pas. Et toutes les familles politiques sont divisées. Quand je vois par exemple le recours du gouvernement bruxellois où il y a des CDNV d'OpenVLD, il va à l'encontre de l'action qui est menée par le Nord-Trent. Même chose pour les maires, avec les bourgmestres et maires qui ont suivi les communes. Et moi, je comprends, je serai à la place de tous ces mandataires bruxellois du Nord-Trent ou de l'Ost-Trent. Je comprends leur action. Mais donc, ça démontre combien il est important que tout le monde se mette autour de la table pour concerter. C'est ma volonté, c'est de dire c'est ensemble qu'on dégagera une solution. Et je souhaite y mettre de la méthode. Hier, qu'est-ce que j'ai entendu de la part des associations? Ils se sont exprimés calmement, de manière transparente. Mais j'ai entendu des discours qui vont aller à l'encontre l'un de l'autre. Certains disant « nous sommes trop survolés, on préfère que les avions aillent ailleurs ». Il y a un point sur lequel il y a tout de même des convergences, c'est d'allonger la nuit, d'avoir des nuits un peu plus longues. Et donc, ce sont toutes les propositions qui sont formulées par les associations seront étudiées et intégrées. Le déménagement de l'aéroport sera un peu plus compliqué parce que certains vont même jusqu'à vouloir le déménager. Oui, mais prenons cet exemple de la nuit. Donc aujourd'hui, c'est de 6h à 23h. Certains disent on pourrait démarrer à 7h plutôt qu'à 6h. Ça permettrait que ce soit moins pénible pour les gens qui sont survolés. Là, quel est votre avis? Parce que c'est contre l'aéroport de Bruxelles qui préfère voler tout le temps. Mon avis, il y a un cadre européen et un règlement européen maintenant qui fixe la méthode, le fameux règlement 598. Va fixer une méthode. À partir du moment où vous voulez modifier un certain nombre de paramètres d'exploitation, comme les heures de nuit, nous devons passer maintenant par la procédure qui est définie, c'est-à-dire, puisque c'est pour l'établissement de restrictions, eh bien, nous devons définir la restriction, la modification de la nuit, en faire une analyse coût-avantage. Oui. La soumettre à l'ensemble des acteurs, ça veut dire enquête publique, et ensuite, sous le contrôle de l'autorité indépendante, établir les restrictions, la valider ou pas. Mais il est évident que, qu'est-ce qui dérange les gens? C'est le bruit. Nous disons aux exploitants, est-ce raisonnable de faire décoller des avions avec des niveaux de bruit très élevés? Et donc, c'est pour ça que l'ensemble des acteurs doivent se trouver autour de la table. À la fois des associations qui souhaitent que l'avion aille ailleurs qu'au-dessus de leur tête, les régions que les avions aillent ailleurs au-dessus de leur propre région, et l'opérateur qui veut une liberté plus grande. Et donc, moi, j'offre l'espace de négociation avec une vision, une méthode, mais aussi une responsabilisation. Et il y a des points pour lesquels la responsabilité fédérale est entière et complète, mais il y en a d'autres qui nous échappent pratiquement. Par exemple, la planification environnementale. Les mesures de bruit, c'est une compétence régionale. L'allongement de pistes, c'est une compétence régionale. Pourquoi les Flamands ne mesurent pas le bruit alors que les Bruxellois le font? Mais écoutez, ils mesurent le bruit. J'ai reçu hier de la part du gouvernement flamand, de la ministre flamande de l'Environnement, la stratégie 2016-2020 de lutte contre le bruit autour de l'aéroport de Zaventem sur le territoire flamand, avec sa stratégie pour isoler les bâtiments, une vision. Et donc il y a un plan. Et avec la constitution d'un comité de concertation, mais côté flamand, puisque c'est dans le droit flamand. Et moi, je souhaite vraiment, et je suggère que nous faisions ce comité d'accompagnement au niveau des 3 régions, ensemble, avec le fédéral coordinateur. Il y a quelques jours, vous disiez qu'il ne doit pas y avoir davantage de vols à Bruxelles-Airport. Et Bruxelles-Airport a répondu en disant on a tout à fait le droit de doubler encore notre nombre de vols. Il y a l'aspect légal et il y a l'aspect, je vais dire, opérationnel. Ce que j'ai voulu dire par là, donc la nuit, il y a un cadre légal qui limite à 16 000 mouvements la nuit, 11 000 décollages, 11 000 atterrissages, 5 000 décollages, pardon.
Par contre, pour le de jour, il est exact qu'il y a une piste qui est validée à 74 mouvements par heure. Ouais. Ça fait 1560 000. Mais ce que je dis, ce que j'ai voulu exprimer, c'est qu'aujourd'hui, on a 230 000 mouvements. On peut monter à 240 000, 250 000 pour rester dans la possibilité d'une offre supplémentaire. Mais avant de faire cela, je demande aux opérateurs de remplir leurs avions. Quand on voit, par exemple, l'évolution du nombre de passagers sur Bruxelles, il a beaucoup plus augmenté que le nombre de mouvements. Et j'invite vraiment les opérateurs et BAC et les compagnies aériennes à aller plus vers une stratégie de remplir les avions avant de faire de nouveaux mouvements. Et la deuxième chose que j'invite à faire vraiment auprès des exploitants, c'est de dire maintenant, réfléchissez de votre côté sur l'intérêt qu'il y a, plutôt que de venir frapper à notre porte en disant on veut garder toutes les choses telles qu'elles sont là. Mais ils ont un effort aussi à choisir des avions, des modèles d'avions avec des niveaux sonores à l'émission moins élevés. Alors la réponse est de dire oui, mais structurellement, est-ce que vous pourrez continuer à exploiter l'aéroport? Et c'est pour cela qu'il faut vraiment que tous les acteurs se mettent autour de la table. Et tout le monde doit faire un effort. Et tout le monde doit faire. Et j'ai entendu le message des bourgmestres que j'ai rencontrés de toute la périphérie de Bruxelles dire nous sommes prêts à faire un effort, à supporter un certain niveau de bruit, mais nous souhaitons que ça soit une démarche d'ensemble. Il se fait que je voulais inviter les bourgmestres bruxellois et les bourgmestres de la périphérie, mais très large, parce que c'était du Brabant wallon et Brabant flamand. Mais comme la conférence des bourgmestres de Bruxelles avait été fixée, je ne l'ai pas fait, mais je souhaite vraiment qu'une délégation de bourgmestres de Bruxelles, une délégation des bourgmestres du Brabant wallon et flamand se rencontre avec l'opérateur et les représentants des régions pour avancer et de voir quelles sont les pistes possibles avancées par les uns et les autres. Donc une réunion avec les 3 régions, une réunion avec tous les bourgmestres. Non, ensemble, tout le monde tous ensemble. Une plateforme. En fait, si vous y arrivez, François Belot, il faudra vous ériger une statue. Non, je ne suis. Écoutez, parce que là où les Wathelet, Galland. Non, écoutez, je n'ai pas envie. D'autres n'y sont pas arrivés. Non. Écoutez, j'essaie de mettre de la méthode et du pragmatisme d'une question complexe. C'est mon seul vœu. Et que chacun m'entende. Et j'entends chacun. Il y a des actions en justice. Bon, voilà. Et les partis sont traversés par des contradictions. Et tous les partis l'ont été. Le CDH, le CDNV. Il n'y en a pas un qui n'a pas été traversé par des contradictions. Donc maintenant, à chacun aussi, sur le plan institutionnel, mais aussi politique, à lever un peu les yeux en avant, à établir une stratégie, sachant que la volonté qui est exprimée, qui est ma volonté, c'est de diminuer au plan global la pression sonore sur l'ensemble des populations. Alors, c'est important de le dire. Exemple, Bruxelles dit nous sommes la densité la plus forte, on aimerait bien que ça aille vers les communes qui soient moins densément habitées. Ces communes disent nous avons choisi un espace rural ouvert sans être survolé, maintenant on veut nous envoyer des avions. J'en appelle à la raison des uns et des autres, vraiment, pour se mettre autour de la table avec les associations. Je n'ai pas entendu d'attaque frontale, j'ai entendu une attente qui est pressante, mais après 15 ans, je pense que de 1 mois ou 2 mois, laissez-moi un peu de temps pour venir avec une méthode et une stratégie finalisée et que tous les acteurs seront réunis autour de la table. Bon, je voulais parler avec vous du RER, on n'aura pas le temps parce qu'on est bien rentré dans le détail sur les survols. Donc il faudra revenir à la rentrée pour nous parler du RER, des problèmes de mobilité qui touchent Bruxelles et pas seulement les aspects des survols. Avec plaisir. Merci François Belot d'être venu en tout cas aujourd'hui et on se retrouve demain avec un autre invité dans l'interview. Bonne journée à tous.